I'm sorry. I'm really sorry for the girl. It was just business. You know, I'm a professional. That's what everybody keeps saying. Hello. Ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros. Capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Fouad, heureux de te retrouver pour ce nouveau épisode du podcast qui va avoir pour objet l'immobilier commercial. On va également illustrer ce podcast avec des exemples d'opérations concrètes que tu nous as préparées pour schématiser, comprendre par l'exemple, et notamment une qui est en cours très récente, et on parlera d'une opération d'1 million d'euros pour vraiment pouvoir se projeter au maximum. Également, pense à partager, c'est ultra important pour nous. N'oublie pas de mettre un commentaire 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Quémande-nous des likes, Fouad, s'il te plaît. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Je voulais remercier également dans ce podcast Robin Eldin de la société Projet Locatif, multi-investisseur et professionnel de l'immobilier et associé sur la société Projet Locatif pour sa mention dans l'une de ses vidéos sur le statut de LMNP soyez à minima professionnel. C'était un épisode du podcast qu'on avait fait qui prend encore plus de sens aujourd'hui, donc n'hésite pas à l'écouter. Un grand merci à toi Robin pour cette mention et le partage. Et si vous êtes débutant et que tu ne souhaites pas te professionnaliser, pas besoin d'écouter les quelques prochaines secondes car on va faire 2 recommandations uniquement destinées aux professionnels qui souhaitent massivement passer à l'action. La première recommandation, c'est de réserver un coaching hautement stratégique en one-to-one avec Fouad pour t'aider dans ta situation personnelle, te débloquer tes problématiques individuelles et établir un plan de route pour atteindre des objectifs ambitieux. Dernier coaching stratégique effectué avec un expert comptable, investisseur, 1,7 de patrimoine immobilier. Il a compris qu'il ne savait pas, en termes de stratégie, ce qu'il fallait faire pour aller chercher son objectif qui est de 10 millions d'euros. Donc c'est très intéressant quand on commence à faire des coachings avec des professionnels de l'expertise comptable. Et là, on a un individu qui est très intelligent qui ne se dit pas « je sais tout ». Je suis expert comptable. Investisseur, ce n'est pas expert comptable. Même si la réciproque est vraie. Tu as le lien pour candidater également à Patrimoine Exponentiel où le million d'euros en immobilier est le strict minimum. Fouad animera des coachings stratégiques dont un ou plusieurs sur l'immobilier commercial. Donnez-moi argent pour coaching, donnez-moi argent. T'as pas des zip. T'as pas des zip. Et on fera plusieurs coachings stratégiques sur l'immobilier commercial parce que je pense que c'est quelque chose de très important qui est sous-estimé mais qui nécessite une approche particulière, que ce soit en termes de recherche, de financement, de structuration et également la phase optimisation. Je ne parle pas d'optimisation fiscale mais je parle d'optimisation de la gestion. Tout à fait. Alors, c'est plus que sous-estimé, c'est occulté. Et ça engendre un coût d'opportunité très important parce que parfois, tu peux être bloqué sur du financement de particuliers pour du résidentiel, alors qu'il te restait des marges de manœuvre, des poches de liquidité bancaire sur le professionnel. Et c'est vraiment très dommage et dommageable de ne pas aller sur ce segment de marché par ignorance de ce qui est possible de faire. Et franchement, il y a un peu de technicité, mais c'est pas incroyable en termes de technicité une fois que tu es bien formé. Tu peux réserver un appel offert de candidature avec moi et pas un closer, échanger sur ta candidature et sortir de ce que Fouad appelle la mendicité bancaire et rejoindre une communauté de professionnels et uniquement de professionnels. Pour ceux souhaitant se professionnaliser dans l'immobilier commercial et commencer avec les bonnes bases et tous les outils que nous allons voir dans ce podcast, vous pouvez d'ores et déjà déposer votre candidature à PX Immobilier Commercial. Le lien se trouve dans la description sous le podcast et également dans le commentaire mis en avant si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Je vous souhaite une bonne écoute. On va décomposer cet épisode de podcast en plusieurs parties. Comme je l'ai dit, on va l'illustrer également avec des exemples. D'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'immobilier commercial. On va parler des inconvénients de l'immobilier commercial parce que comme toute activité, il y a des inconvénients, sinon ça serait trop beau pour être vrai. Ensuite, on parlera des avantages et les avantages sont bien plus nombreux que les inconvénients, comme vous le verrez. Et on va illustrer plusieurs opérations. Et j'ai demandé à Fouad de nous préparer 3 opérations différentes pour voir 3 notions importantes. Et on est sur l'une, on est sur du semi-professionnel parce que c'est un immeuble mixte et on expliquera ce que c'est.
et on verra des exemples d'opérations, de la recherche, de l'optimisation, les marges de manœuvre que vous avez en vue de la revente, en vue de la capitalisation, en vue de la diversification de votre patrimoine. Donc rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi l'immobilier commercial? Fouad, peux-tu me faire une définition claire, précise et nette? Une définition surtout très simple. L'immobilier commercial, ça désigne en fait les biens immobiliers destinés à des activités commerciales, de bureaux, de magasins, de stockage, donc d'entrepôts, les hôtels, les restaurants, tout ce qui est en rapport avec une activité commerciale. Donc c'est aussi simple que ça. Une love room est un bien commercial? Alors ça, on va dire que c'est une espèce d'anomalie de marché, mais une love room en rez-de-chaussée dans un local commercial, ça peut être considéré comme, c'est considéré, je pense, comme un local commercial, comme une activité commerciale. Comme une activité commerciale. Alors, la seule différence, c'est que je pense que ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir les financements. C'est pas mal, au rez-de-chaussée, les vitrines, très en vogue à Amsterdam. Et tout dépend qui est la clientèle de ce type de... Parce que si tu tombes sur un DSK, ça va être de l'activité plutôt criminelle que commerciale. Mais on reste dans de l'activité commerciale. C'est un investissement qui fait peur par sa non-maîtrise, par le fait que les gens ne soient pas au courant, par l'investisseur lambda. Est-ce que toi qui as accompagné des personnes et donc des profils qui étaient à la base particuliers, est-ce que tu as pu identifier ces éléments qui font peur aux investisseurs pour aller sur cette niche? Très bonne question. J'essaye toujours de me poser, justement, de m'interroger sur les sources d'inquiétude ou d'ignorance d'une partie, on va dire d'une catégorie des investisseurs qui est très très majoritaire, parce que la plupart des investisseurs vont sur du résidentiel. Tu as très très peu de gens qui vont sur du commercial. Et d'ailleurs, j'accompagne pour la rentrée prochaine, pour cette rentrée, un investisseur qui fait quasiment que de l'immobilier commercial. Je lui ai proposé un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire des commerces au pied de l'immeuble et de l'habitation, sur une très très bonne zone, que je maîtrise parfaitement, une très bonne affaire. Et il a étudié le dossier, il m'a dit, écoute, c'est une très bonne affaire, sauf que je préfère rester sur de l'activité commerciale. Et donc, on retombe sur la deuxième opportunité dont on parlera tout à l'heure, mais on parle de quelqu'un qui ne reflète pas en fait le monde de l'investissement immobilier fait par, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, par les petits investisseurs, par la plupart des investisseurs. Donc voilà, je ne sais plus c'était quoi la question. C'est pourquoi ça fait peur à l'investisseur, parce que ça renvoie au monde professionnel. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, le particulier, la plupart des investisseurs sont soit salariés, ça peut être cadre, etc., ou même en profession libérale, même si le médecin a l'occasion, par exemple, d'acheter les murs de son cabinet. Et là, c'est de l'immobilier commercial, mais mis à part ça, on ne connaît pas, ça fait peur et ça renvoie en fait à une forme d'amateurisme une fois de plus, c'est pas péjoratif, c'est la description d'un état professionnel. Donc cet amateurisme fait que le monde de l'immobilier professionnel commercial fait peur parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne maîtrise pas, et c'est assimilé à plus de risques. On a l'impression qu'en achetant, et il y a une autre confusion, en achetant des murs commerciaux, les gens s'imaginent quelque part... qui vont faire tourner le business. Voilà, et là on est dans du fonds de commerce qui n'a absolument rien à voir avec les murs, même si un professionnel de l'activité en question peut acheter à la fois les murs et le fonds. Donc voilà, donc pas besoin d'être un professionnel du domaine d'activité, il faut être un professionnel de l'immobilier, dans les compétences, pas forcément dans l'exercice de la fonction. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte T pour faire ceci, cela. Et d'ailleurs, même si on veut procéder à de l'achat-revente, alors il y a une des opérations dont on parlera qui est une opération de marchand de biens, qui était très intéressant également en locatif, mais compte tenu le poids de la plus-value en valeur absolue et d'ailleurs même en valeur relative, fait que ça nécessite d'être vendu. Donc voilà, donc identifier les peurs, les craintes, les biais, les zones d'incompétence, elles sont très étendues dans ce domaine d'activité, puisque quand on ne connaît pas et qu'on n'a jamais fait, évidemment, ça engendre de la peur, de l'incertitude, etc.
Parce que, tu vois, c'est assez marrant et je pense que cette peur, et on le ressent également au travers de la communication qui est faite sur Internet. Très peu de gens parlent du commercial. Alors, très peu de gens, tu as quand même une ou deux personnes que j'avais regardé très rapidement qui en parlent un petit peu, mais je vais prendre mon propre cas. Puisque j'ai toujours été un entrepreneur. En fait, j'ai toujours été à mon compte. Mes 2 premières opérations immobilières sont alors, la première est un local commercial en zone franche urbaine qui offre de la défiscalisation pour les locataires. Donc, j'ai créé un coworking. Et la, et la deuxième, alors c'était avant que Vivi, à mon avis, soit sur Internet, c'était en 2017. Et j'avais saisi l'opportunité fin 2016. Et la deuxième opération immobilière, de mémoire, j'ai acheté un terrain à bâtir en zone, en ZAC, donc en zone d'activité commerciale, ou zone artisanale et zone d'activité commerciale. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que intuitivement, en fait, moi, c'est l'inverse, ça collait avec mon profil d'entrepreneur, de professionnel. Et la deuxième opération, on en parlera, a été vraiment une opération exceptionnelle en termes de rentabilité. Ah, est-ce que, cependant, et tu vois, l'intelligence est dans la nuance et on salue Cédric au passage. On le salirait sans le citer. Est-ce que commencer par de l'immobilier commercial, quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, est-ce que c'est pas dangereux? Alors, c'est un peu comme tout. Ça dépend de ton niveau de compétence. Si tu commences à te former dans ce segment de marché, il n'y a aucune raison, il n'y a pas plus de dangerosité intrinsèque à l'immobilier commercial qu'au résidentiel. Et j'ai envie de te dire capitalistiquement, c'est presque l'inverse. Et capitalistiquement, est-ce que l'immobilier commercial ne va pas te demander plus de capital, plus notamment au travers des financements professionnels? Alors, les financements généralement sont plus courts, sur 15 ans. Mais là, on peut les obtenir avec des holdings et des SCI, ça, il n'y a aucun souci. Alors là, j'ai envie de te dire, il y a moins de problèmes, il y a beaucoup moins de problèmes parce que ton chargé de clientèle est un professionnel. Alors, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouais, parce qu'un chargé de clientèle particulier peut également t'octroyer un financement, on en parlera, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler, mais un financement particulier sur un local commercial. Ce qui peut être très intéressant. Oui, ce qui peut être intéressant, mais l'idée vraiment, ça va être dans la constitution d'un patrimoine important. L'idée, c'est d'aller chercher de la diversification dans les opportunités de marché, dans le parc immobilier et dans les modes d'exploitation. Et dans les modes d'exploitation, dans les locataires et dans les financements. C'est un peu l'objectif d'un parc immobilier au minimum résilient. Et moi, j'ai tout le temps l'habitude de dire que c'est la deuxième étape. Alors peut-être à tort, de dire on se fait un stock de. Ça dépend si on n'achète que l'opportunité, ça passe. Toi qui as quand même un profil un petit peu plus business. Mais moi, j'aime bien le mixte. Ouais, mais le mix c'est bien. Mais demain, il y a un coup de fusil sur. Je te dis voilà, Hugo, là, emplacement numéro 1. Ah, l'opération voilà. Hier, je l'aurais prise. Bien sûr, moi aussi je l'aurais prise. D'ailleurs, ça m'a traversé l'esprit. Mais comme j'ai une conscience professionnelle et j'ai une espèce de... Alors, j'ai pas d'obligation de résultat, mais je préfère servir mes clients avant de me servir. Ce qui est rare. Et ils auront du mal à le croire, les personnes qui écouteront ça. Ouais, mais alors, si les gens écoutent régulièrement, ils savent qu'on est dans l'authenticité et qu'on n'est pas dans le discours commercial. Mais c'est un peu comme les formateurs Internet, en fait. Parce que les formateurs Internet n'achètent rien pour tout laisser à leurs clients. Tout à fait, voilà. Mais ils font pas d'immobilier. Voilà. Voilà. Non, moi c'est que j'apporte un soin particulier à chasser dans des quantités minimum attendues en termes de valorisation. Mais non, il n'y a pas de hiérarchie. Ça dépend de ton niveau de connaissance, de ton niveau de compétence. Est-ce que tu es plus à l'aise dans ce segment de marché? Il n'y a pas de... Et l'établissement d'un réseau, parce que les opportunités sont peut-être un peu moins rares. Là, hier, c'était du off-market. Du off-market. Voilà, du marché noir, on va dire. Non, oui, non, mais voilà, parle français, s'il te plaît. Ich bin französisch. Ich liebe Frankreich. Passons à la deuxième étape, les inconvénients
les inconvénients de l'immobilier commercial parce qu'ils sont beaucoup plus courts que les avantages et je préfère tout le temps rester sur une note positive que aller sur une note négative. Ouais, Donc on va se débarrasser des inconvénients dès le départ parce qu'il y en a peu et pour s'intéresser aux avantages, comme ça on est sûr que les personnes écouteront tout. Je vais rebondir déjà sur un inconvénient qui me vient tout de suite à l'esprit, les sociétés de cautionnement, parce que lors de ma première demande de financement, à l'époque, je m'étais adressé, je me rappelle, à la BNP qui avait sollicité Crédit Logement et ils avaient refusé parce que c'est un local commercial. Donc, Hypothèque obligatoire. oui, mais le truc, c'est que ça engendrait un refus. Après, le refus d'une société de cautionnement entraîne le refus bancaire automatiquement. pas systématiquement. Sauf si le directeur veut vraiment financer, il peut avoir la main sur l'hypothèque, mais s'il n'a pas envie, s'il n'a pas de motivation particulière, eh bien, passe au dossier suivant. Il préfère financer une résidence principale où on va domicilier les revenus, on va charger le client avec les produits, qu'un local commercial où peut-être en termes de PNB, ça ne va pas être si intéressant. Donc un des premiers inconvénients, il faut trouver les bons financements professionnels avec les bons banquiers, mais quand on s'adresse à des banques de détail, en l'occurrence c'était le cas sur la BNP Paribas, eh bien si la banque a le réflexe d'aller chercher du cautionnement, et elle est intéressée par le cautionnement, parce que, elle récupère le montant de l'hypothèque, la filiale récupère le montant de l'hypothèque. Elle est actionnaire de la société de cautionnement. Et là, Crédit Logement, qui est la société majeure, qui doit récupérer, à mon avis, 50% de parts de marché, eh ben, elle est incitée financièrement à le faire. Et ça peut engendrer un refus parce que les sociétés de cautionnement, leur cœur de métier est de se porter caution solidaire sur la résidence principale et éventuellement quelques investissements. Donc ça, c'est un premier problème dans le sens où, inconvénient, on va dire, il faut trouver les bons banquiers. Et la société de cautionnement est un frein très important si tu n'as pas les bons banquiers. Les autres inconvénients que tu vois? Alors, autre inconvénient, si l'emplacement n'est pas premium, si tu n'as pas un emplacement numéro 1, tu as possiblement, comme disent nos cousins les Québécois, j'aime en fait quand on a quelques incursions à l'étranger en termes de culture française, tu as plus de vacances locatives. C'est-à-dire que parfois, pour trouver un locataire de qualité, ça prend beaucoup plus de temps que de l'habitation. Je pense que si la zone est distendue, molle, on n'est pas en emplacement numéro 1 à Bordeaux, à Lyon ou à Paris, parfois trouver un locataire de qualité, ça peut prendre 6 mois, voire plus. Donc ça, c'est un inconvénient qui peut être travaillé en fonction de la qualité de ton achat. On regardera, moi, sur les achats que j'ai faits. Alors, il y a la particularité de la ZFU, donc la zone franche urbaine, sur la défiscalisation qui peut attirer les clients. Mais il y a notamment sur l'opportunité des murs de l'hôtel-restaurant. L'endroit est bucolique. Là-dessus, si demain je devais changer de locataire, alors déjà, il y a le paiement d'un fonds de commerce à 230 000 euros. Si je devais changer, je peux te dire que les gens se battraient littéralement pour prendre ce lieu. Bien sûr. 3000 mètres carrés de terrasse en bord du Doubs, qui est le fleuve local, avec des platanes, un endroit magnifique d'ailleurs. À l'occasion, il faudrait qu'on aille peut-être manger là-bas, mais il faudra que je mette la casquette parce que compte tenu du déplafonnement de loyer que je tente d'imposer, j'ai peur qu'il crache dans les plats, tu vois. Concernant l'exposition au cycle économique, tu verrais quoi? Je vois qu'en période de récession économique, évidemment, ton locataire, si tu as du petit locataire, de l'indépendant, eh bien, ça peut le fragiliser et ça peut engendrer de la cessation de paiement, éventuellement du dépôt de bilan. Et derrière, tu as un local où tu as un locataire qui n'est plus solvable. Donc, il y a quand même une exposition au cycle économique, d'où l'intérêt aussi de regarder la qualité du locataire. Si ton locataire est, je sais pas moi... Ma mère, elle a un immeuble mixte et elle a la Micaline à l'angle. Voilà, la Micaline, ça reste un réseau assez solide. D'ailleurs, ça me fait penser, ta maman a quand même bien investi, donc je me demande si c'est pas plus intéressant qu'on fasse les podcasts avec elle. Donc, et que toi, tu t'occupes exclusivement de la platine. C'est une blague, évidemment. Non, parce que ta maman, elle a fait des superbes... On n'est pas là pour parler de ta vie privée, mais en tout cas... C'est bien, je trouve, d'avoir des parents qui font de l'immobilier. Ouais, ça, je trouve ça remarquable parce que ça donne le ton et ça inspire pour la suite. On pourra l'inviter au podcast. Écoute, avec plaisir. En plus, tu m'as dit qu'il avait beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Ouais, je vais me prendre une gifle en plein milieu du podcast à la première blague. On va avoir deux CSA, tu vois. Clac, clac. Donc voilà,
Alors évidemment, l'économie est cyclique par définition, et je crois que je l'avais déjà dit, la notion même de cycle économique a été inventée par Juglar, qui était un économiste français. Donc il faut regarder... C'était le grand-père de Bruno Le Maire ? Non, je pense pas, parce que je pense pas que la descendance soit à ce niveau d'abruti. Donc maintenant, même sur des cycles défavorables, un emplacement numéro 1 trouvera toujours preneur. Bien sûr, et avec un locataire de qualité, à partir du moment... Alors moi, j'ai mis un indicateur. Alors c'est pas forcément systématique, mais on va dire que c'est une espèce de soupape de sécurité. À partir du moment où l'emplacement a une valeur marchande en termes de fonds de commerce, le commerçant fera tout pour ne pas payer le loyer, parce que sinon il perd son outil de travail et il perd la valeur de son fonds de commerce. C'est-à-dire que là, il faut savoir qu'un commerçant, son fonds de commerce, c'est son capital. Généralement, il est skin in the game, donc tu as des fonds de commerce qui valent beaucoup d'argent. À Paris, tu peux avoir des fonds de commerce de très grands restaurants qui valent plusieurs millions d'euros. Donc, un locataire qui ne paye plus son loyer, un locataire professionnel, peut perdre son fonds de commerce. Et donc, il perd son capital, il perd son outil de travail. Et ça exerce une pression extrêmement forte sur le locataire et sur cette incitation à payer. On en parlera dans l'avantage, parce que c'est la sécurité offerte par le bail. Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que le bon locataire, le bon emplacement, réduit l'impact potentiellement négatif des cycles économiques baissiers. Moi, j'aimerais parler du cycle de consommation qui peut avoir un impact. C'est qu'on a remarqué pendant un moment le transfert sur des zones d'activité commerciale des commerces, généralement à la périphérie des villes. Tout à fait. Et on s'est rendu compte sur des villes de province, on s'était fait insulter par le promoteur là, de Bouzlande là, qui te dit de faire de la LCD dans des trucs touristiques de parisianisme. Tout à fait. Alors que pas du tout. Mais on s'est rendu compte, et je te parle de ça en peut-être 2013-2014, que tu passais dans le centre-ville d'une ville, je vais dire aller de 30, 40 à 100 000 habitants, tu te rendais compte qu'il y avait beaucoup de locaux commerciaux qui étaient vacants. Tout à fait. Et que en fait, les gens partaient vers l'extérieur de la ville, vers les zones d'activité commerciales qui sont généralement à l'entrée de la ville, près des grandes surfaces. Mais aujourd'hui, on voit un retour sur les commerces de proximité dans les centres-villes. Et ça a été illustré par exemple avec Carrefour City, qui a délaissé la grande distribution à l'extérieur, tout ce qui était hyper. Alors, un hyper marché, c'est plus de 3000 m². Et ils sont allés avec la branche Carrefour Proximity, ils sont allés vers les commerces de proximité. Et ce qui est marrant, c'est que l'indicateur en grande surface, on parle de chiffre d'affaires en mètre carré. C'est un indicateur de performance. Et on se rend compte qu'ils ont... On assiste à un retour vers le centre-ville, notamment avec les mesures d'Europe Écologie Les Verts, les fanatiques de l'automobile, où on veut supprimer la voiture. Donc on est en train de revoir ce retour un peu dans les centres-villes. T'en penses quoi de ça ? Est-ce que ça peut être un inconvénient ? Ça peut être si tu te places sur le mauvais cycle, c'est-à-dire que si tu achètes quelque chose sur une zone commerciale qui est ensuite désertée au profit du centre-ville, ou que tu achètes au centre-ville et que c'est déserté vers la zone d'activité commerciale. Je vais te donner un exemple concret, récent. Tu as les hypermarchés Casino qui ont été vendus à la découpe. Il me semble que Auchan en a pris une poignée. Intermarché. D'ailleurs, à Besançon, l'hypermarché géant Casino a été transformé en Intermarché. Et là, il faut savoir que, et ça tu le sais, sur des zones d'activité commerciale, tu as un hyper et ensuite tu as un certain nombre de commerces satellites. Ouais, dans la galerie marchande. Dans la galerie. Et là, j'écoutais la dernière fois France Info, tu as des intermarchés, des casinos, des hypermarchés casinos qui ferment dans des galeries. Et là, c'est gravissime. Ça veut dire que... c'est l'aimant, en fait. C'est l'aimant, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin.
Ah ben pour moi, c'est le début de la fin. Là, je veux dire, quand tu enlèves le pôle d'attractivité principal, quasiment unique, on va dire. La plupart des gens vont venir pour faire leurs courses dans ce supermarché, mettre de l'essence, éventuellement aller dans les magasins de la galerie. C'est un phénomène, en fait, ce retour vers les centres-villes. À titre personnel, je trouve que c'est très bien. Les centres-villes font vivre les villes. En fait, pour moi, la qualité d'un centre-ville, alors moi, je suis un peu en plus bobo sur les bords. Pas que sur les bords. Hein. Alors, pas en termes de tendance politique, plutôt en termes d'art de vivre. Tu prends le vélo pour aller à l'école, Ouais. tu roules en hybride. Non, mais après, c'est que le bobo, en fait, si tu veux, il aime tout faire à pied. Et cette renaissance des centres-villes fait qu'il faut être extrêmement vigilant à la configuration des centres commerciaux, à l'attractivité des centres commerciaux en périphérie. Donc je pense qu'on est sur une tendance de fond. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de tuer l'automobile, on est en train de piétoniser les centres-villes, et tu as un retour, en fait, finalement... En fait, la piétonisation, à la base, a fait fuir les commerces vers l'extérieur. Tout à fait. Et aujourd'hui, cette piétonisation... Alors, c'est plutôt avant, en fait. Si tu veux, les grands magasins en périphérie ont tué, on va dire, un peu le centre-ville à l'ère de l'automobile, de la grande consommation, etc. Et la piétonisation, le fait d'interdire la bagnole, en fait, en centre-ville, fait que les gens préfèrent consommer local parce qu'on ne peut pas prendre la bagnole. Alors, on pourrait aller en périph', mais en fait, tu as un désintérêt total. T'es déjà retourné dans un hypermarché récemment ou Je déteste les hypermarchés. En fait, les hypermarchés aujourd'hui, tu as 3 catégories. T'as les supermarchés, aujourd'hui, tu n'as même pas envie d'avoir un hypermarché parce que les réglementations sont très, très lourdes. Mais pour les hyper qui sont déjà présents. Pour les hyper qui sont déjà présents, si tu prends par exemple, je pense que c'était le plus gros centre commercial en Europe, qui était le Carrefour de Portet-sur-Garonne. Et je pense qu'il faisait 24 000 mètres carrés. Et au fur et à mesure, la superficie a diminué. Ils sont passés 24 000 à 17 000. Ça serait curieux de voir ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces hypermarchés, tu vas en voiture, donc il y a le désintérêt pour la voiture. Et aujourd'hui, tu as quelque chose qui est magique. Ça s'appelle le drive. Ouais, tu as le drive, tu as la livraison également. Le drive, toutes les grandes enseignes s'y mettent. Donc, tu as le plaisir d'y aller. Tu as le côté écolo du drive, c'est-à-dire que tu n'achètes que ce que tu as besoin et tu ne te fais pas avoir à acheter de la futilité. Tu as également, d'un point de vue fiscal, c'est plus intéressant parce que tu payes des impôts quand tu as une grande surface sur les trucs d'exposition, tu as une taxe, je ne sais pas comment elle s'appelle, sur ça, que tu n'as pas sur un hangar de drive. Et aujourd'hui, les drives, les gens vont venir chercher le drive. Moi, quand j'étais en France, je faisais que des drives. Et à l'époque où on travaillait dans la grande distribution, il y a un peu moins de 10 ans de ça, le premier risque qui avait été identifié par la direction, je te parle de ça 2015-2016, le premier risque qui a dit les petits supermarchés, donc les épiceries type Carrefour City et tout ça, leurs principal concurrent seront les logisticiens. Les logisticiens, c'est-à-dire Amazon, c'est-à-dire Bolt. Par exemple, dans les pays baltiques, s'il y a des gens qui nous écoutent, par exemple Rémi ou d'autres personnes dans les pays baltiques, on commande au travers de Bolt. Bolt, tu sais, c'est les trottinettes électriques, c'est les voitures que je prends ici, bien sûr, à Berlin. C'est des logisticiens. Et c'est ces logisticiens qui vont remplacer la distribution de proximité par le fait que tu commandes sur ton téléphone et c'est vachement facile. Tout à fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un désintérêt de plus en plus important de la part des Français et surtout de la catégorie, on va dire, classe supérieure, bobo, etc. Le bobo va au marché. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est pas le même prix, mais c'est quand même plus agréable d'aller dans une Biocoop, acheter des super produits à pied, que prendre ta bagnole, aller dans un truc qui est interminable. Et voilà, mais il y a un désintérêt. Il y a aussi Leclerc qui pique des parts de marché. Mais tu as par exemple les hypermarchés Auchan qui perdent des parts de marché, qui commencent à perdre de l'argent. Donc, ils ont une activité qui est déficitaire. Et ça correspond à une tendance de fond
qui est un désamour, un désintérêt des grandes surfaces commerciales et un retour au centre-ville, sur les centres-villes. Donc on doit... sur un mode de consommation, parce qu'à l'époque, Bien je sûr. ne sais pas, quand tu étais jeune, c'était un plaisir d'aller faire les courses. Oui, avec, bien sûr. Moi, j'avais le souvenir, quand on allait aller à l'Hyper, à l'époque, Mammouth, Ouais, et tout à fait. Mammouth écrase les prix, et t'avais ce plaisir, c'était presque un phénomène. Ouais, en fait, si tu veux, dans mon cas personnel, c'était quasiment la seule activité. C'est-à-dire que moi, je faisais les courses avec mes frères et sœurs et mon père. Après, on les faisait tout seul. On était mineurs, donc on devait aller faire les courses tout seul. Donc, alors nous, c'était un supermarché parce que c'était une petite ville. Mais bien sûr, c'était un plaisir, mais parce qu'on n'avait que ça. Et aujourd'hui, ce plaisir qui a pu rester, je le vois en fait, malheureusement, c'est un plaisir qui est resté dans les classes sociales inférieures. Ce qu'on appellerait en sociologie, et c'est pas un terme que j'ai inventé, mais chez les gueux, dans les populations ouvrières, etc., tu les vois, ils prennent plaisir parce que malheureusement, ils sont dans un mode de vie qui est alimentaire. Donc dès que tu t'émancipes un peu, en fait, tu n'as pas de temps à perdre dans une surface de 10, 15, 20 000 mètres carrés. Et tu préfères gagner ton temps et moins de charge mentale parce que tu fais tout à pied. Donc ça veut dire que l'investisseur doit observer les mouvements de marché et faire très attention sur ça. Parce obligatoirement. Et là, ça veut dire que dans les bonnes villes, notamment les villes B1, B2, 100 000 habitants, 50 000 habitants, etc., tu as un retour, mais il faut quand même analyser parce que, la densité. un emplacement numéro 1 restera plus ou moins un emplacement numéro 1. Même si tu es sur une ZAC. Alors attention, il y a certaines villes où c'est un désastre. Tu as un taux de vacances locatives commerciales qui est très très élevé. Ça, il faut quand même être vigilant en fait. Et ça peut dépendre aussi de la politique de la mairie qui est pas forcément intelligente. Il y a des villes très intelligentes dans des secteurs que je maîtrise où tu as des zones bleues en termes de stationnement, tu as 1 heure gratuite. Ah non, ça c'est très intelligent pour attirer les clients en centre-ville. Ouais, pensez à regarder tous ces détails. C'est pas comme Hidalgo qui vous... elle, c'est zone fourrière. Tu te gares et c'est Paris. Elle va garer ta voiture elle-même. Voilà, mais c'est Paris. C'est le voiturier gratuit. C'est le voiturier, alors gratuit dans un premier temps. Ouais. Passons maintenant au bon côté des choses. Passons aux avantages de l'immobilier commercial. Alors l'avantage, le premier Parle-moi avantage, du cash flow. Alors tu vois, c'est marrant parce que la proposition, si on l'a fait, mais on en parlera tout à l'heure, j'avais calculé très rapidement, on devrait avoir un cash flow d'au moins 2 000 € par mois. Oh là, putain, j'aurais pu arrêter de travailler, merde. T'aurais pu être rentier. J'aurais pu être rentier. Futur rentier. Salut à toi, futur rentier. Ah putain, non mais on voit le respect quoi. Donc un des premiers avantages, rendement généralement qui est plus élevé. Tu as un rendement locatif qui est plus élevé, le professionnel paye plus cher. Le professionnel paye plus cher. La gestion locative, ça va plaire. Alors, la gestion locative... Est-ce que c'est plus dur qu'une love room ? Alors, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est à l'extrême opposé de la love room parce qu'en termes d'entrée-sortie, c'est simple, ton locataire rentre et il ne ressort qu'à la résiliation du bail ou au dépôt de bilan, par exemple, j'en sais rien, mais gestion locative très très faible. Et plus l'emplacement est de qualité, plus la valeur du fonds de commerce est élevée, plus la gestion locative est faible. Parce qu'en fait, il est quasiment en auto-gestion. Moi, j'ai en fait tous mes locataires locatifs, mes locataires professionnels, pardon, en commercial. En fait, ils ne m'appellent jamais. Ils ne t'appellent jamais ? Non, ils ne m'appellent jamais. Peut-être de temps en temps pour demander une quittance. Et même ça, je ne fais même pas de quittance parce qu'en fait, il y a un bail. L'écriture bancaire suffit. L'écriture bancaire suffit. L'expert comptable, c'est que c'est un loyer, tout simplement. Donc les gens qui sont allergiques... alors, ce qui est bien aussi, c'est que le bailleur professionnel, le bailleur d'un local commercial, n'est pas une assistante sociale. Donc, il n'y a pas cet aspect également réglementation extrêmement plus contraignante sur du bail d'habitation. Le bail commercial, on a des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus importantes. On met un peu ce qu'on veut dedans. Et ça permet de sécuriser le bail. On parlait du fonds de commerce. Est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement avant de parler du bail notarié, qui est encore une distinction ? Le fonds de commerce, en fait, c'est simplement la valeur marchande de ton activité, ta clientèle, la réputation, ton emplacement.
ça constitue en fait un fonds commerce et un fonds de commerce. C'est une notion très française. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une notion très française. Je crois qu'en Suisse, t'as pas vraiment ça. Et c'est une chose qui est très bien. Quand tu veux préserver un commerce sur des décennies, tu as la notion d'indemnité d'éviction. Si tu veux dégager un locataire commercial et si jamais c'est un locataire qui a un business qui fonctionne très très bien, l'indemnité d'éviction va te coûter très cher. Donc en fait, c'est dissuasif pour assurer la pérennité des commerces. Donc fonds de commerce, c'est la propriété, la valeur marchande du business qui peut être cédé. Et d'ailleurs, sans ton accord, si c'est vendu à quelqu'un qui exerce dans la même activité, le bailleur ne peut pas s'y opposer. Le bailleur ne peut pas s'y opposer. Non, tu as une pizzeria. Et tu transformes en kebab ? Alors ça, je ne sais pas, mais après, tu as la notion d'activité annexe et connexe. Mais si tu revends ta pizzeria, le gars qui rachète ton fonds de commerce en pizzeria, il n'y a pas besoin d'avoir l'accord du bailleur. Ouais, donc il peut continuer et avoir une garantie sur le lieu. Je pense que l'objectif de la loi, l'esprit de la loi, c'est vraiment conserver. Pérenniser une activité commerciale parce que c'est fondamental, et surtout dans le pays qui a inventé le restaurant. La France, donc c'est très important. Moi, je suis très attaché, par exemple, dans les quartiers dans lesquels j'évolue, que ce soit à Berlin ou à Besançon, ce sont des quartiers avec une densité de commerce extrêmement élevée. Oui, et le prix du mètre carré aussi est élevé. Alors oui, à Besançon, pas tant que ça. Oui, mais à Berlin. À Berlin, à l'achat, oui. Oui. Même, oui, tout à fait. C'est vrai que. Est-ce que tu es le quartier le moins cher ou le plus cher ? Je pense que c'est un des plus chers de Berlin. Voilà, c'est comme le mec qui dit moi je vis en banlieue parisienne, je vis à Neuilly. Oui, mais les commerces sont là. Oui. Les commerces sont là. C'est donc le fonds de commerce. Bourgeois. Mais bien sûr. Alors tu vois, j'ai failli, j'aurais dû, je fais une petite parenthèse rapidement, mais cette dévalorisation du bobo dans son mode de vie est complètement dingue. Non, mais qui n'a pas envie d'avoir un bon mode de vie ? Je parle pas de l'aspect politique. Le bobo, c'est celui qui a. C'est toi qui. En fait, le bobo parisien, c'est celui qui a le mode de vie, qui peut se permettre ce mode de vie et qui veut l'imposer aux autres. Donc toi, vu que par exemple, tu peux amener tes filles en vélo le matin, tu vas dire non, je veux que la rue soit piétonne. Moi, j'impose rien. Je dis simplement, j'enlève l'aspect politique. Dans la qualité de vie, dans l'art de vivre, le bobo a tout compris. Le bourgeois, à la base, c'est l'habitant du bourg. Si on va dans l'étymologie, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas, je sais que c'est bourgeois bohème, mais bon, bref. On va pas trop digresser, mais... Dites-nous dans les commentaires si vous êtes un bobo. Et assumez-le, assume. Parlons du bail notarié qui est... donc on a parlé de la sécurité du bail sur le fonds de commerce. Tu peux faire des bails notariés. Et ce bail notarié, tu m'as expliqué que ça valait... c'est 1 mois de loyer, grosso modo. Alors, le bail notarié, donc rédigé par un notaire, qui est un officier du ministère public, donc qui a une reconnaissance, son travail a une reconnaissance par l'État, qui est un document officiel. Ça a un coût en honoraires libres, et généralement, le notaire va te dire je ponctionne l'équivalent d'un mois de loyer. Comme une agence immobilière, grosso modo. Ouais, et quand tu as des très très bonnes relations avec tes notaires, avec ton notaire, ce qui est mon cas, régulièrement, moi le notaire ne peut rien faire en termes de geste commercial sur la partie, j'allais dire administrée. Ouais, les enregistrements là. Ça, tu n'as aucune marge de manœuvre. Enfin, il y avait la loi Macron, on pouvait faire 10% de réduction sur les honoraires, mais il fallait l'appliquer à toute l'étude, à tous les clients. C'est complètement débile. Donc le notaire ne va pas là-dessus, mais un bon notaire va t'arranger sur, moi par exemple, compte tenu de la qualité exceptionnelle que j'ai avec ma notaire, qui est extrêmement professionnelle, très réactive et compétente. Et on la salue au passage. Oui, elle sera au mastermind. Et il arrive qu'elle me fasse des gestes commerciaux dans le sens où je ne règle pas ces frais-là. Donc ça montre aussi quelque part l'intelligence relationnelle qu'il faut avoir avec ses partenaires quand on travaille avec des gens de qualité professionnelle. Pour bâtir un réseau, pour bâtir un parc immobilier important, il faut également bâtir des partenariats de qualité.
revient à notre Donc sujet, c'est payant. l'avantage Alors, du titre exécutoire. Alors, c'est un titre exécutoire. Du bail notarié qui est un titre exécutoire. Voilà, pardon. l'avantage principal, c'est un titre exécutoire, c'est-à-dire que pour exécuter les conditions du bail, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal. Dans un premier temps, le locataire ne paye pas. Le dossier va directement entre les mains d'un huissier. Enfin, maintenant, on appelle ça un commissaire de justice. Ouais. Passer de huissier à commissaire de justice. Pour faire encore plus peur, tu vois, commissaire de justice. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller plus vite dans le recouvrement, dans la mise en demeure. C'est un bail aussi qui ne peut pas être contesté. Un bail qui ne peut pas être contesté. En disant, ben non, moi, je ne sais pas signer ça. Ouais, et oui, tu signes devant notaire. Puis il y a l'authentification. Mm. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je rebondis là-dessus. En termes de conseils, ne faites jamais un bail en sous-seing privé, comme ça, de votre côté. Même si vous n'avez pas le notaire qui vous arrange de temps en temps, prenez un notaire. Alors, autre astuce qui est très importante, il est d'usage de faire supporter les frais de rédaction du bail par le preneur, par le locataire. Mais ça dépend en fait le rapport de force sur la qualité d'emplacement. Si ton emplacement est pourri, il va te dire, écoute, c'est déjà très bien que je le prenne. Que je le prenne, non seulement tu vas me baisser le loyer, puis en plus le bail, c'est toi qui vas régler les honoraires du notaire. Donc c'est aussi important d'avoir les bons emplacements parce que derrière, on a la possibilité de faire supporter ces frais. C'est pas, sur un investissement, ce n'est pas des frais non plus incroyables, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bail notarié fait comme il faut. Alors moi, j'ai quelques techniques également. Je peux donner peut-être une astuce. Une seule. Allez, une seule. Pour faire plaisir. On a dit, notre but est de rendre service à la communauté, pas de leur faire uniquement plaisir. Je me sens d'humeur généreuse aujourd'hui. Ouais, c'est jour férié, et en plus, on est en famille. Jour férié à Berlin, en Allemagne. Non, je vais vous donner une astuce qui est de la créativité juridique. Je pense que j'aurais été un bon avocat. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo ? Avec la créativité juridique dont je fais preuve régulièrement. Non, mais avec ta tête, t'aurais pas inspiré confiance. Tu plaisantes ou quoi ? Dupont-Moretti, tu crois qu'il inspire confiance ? L'ogre. À qui t'as tort. Vous avez le même timbre de voix. Ouais. Peut-être un peu moins puissant chez lui, je pense, en termes de puissance de voix. La technique que je mets en place, à ma connaissance, alors je ne sais pas si c'est très répandu, je ne pense pas, j'avais posé la question à ma notaire, elle m'a dit non, les gens ne le font pas trop. Lorsque je fais signer un bail commercial à un locataire, je demande à ce que le gérant soit caution solidaire. Et je l'introduis dans le bail. C'est-à-dire que s'il plante sa boîte et qu'elle part en liquidation judiciaire, il est personnellement redevable des loyers. Donc ça met encore une pression supplémentaire pour payer les loyers. Et voilà comment vous pouvez gagner 50 000 € avec un simple conseil. Alors imaginez une heure de conseil. Réservez votre coaching stratégique avec Fouad. Ou 1 an de mentorat. Ou 1 an de mentorat. Mais tu vois, c'est un exemple qui a beaucoup de valeur. Le fait d'introduire ça comme critère dans le bail, ça responsabilise le preneur, le locataire, potentiellement qui peut être de mauvaise foi en se disant, de toute façon, si ça ne va pas, moi je plante la boîte, liquidation judiciaire, tu te démerdes avec le mandataire. Tu as parlé de langue étrangère au Canada, que tu aimais bien prendre des expressions. J'aime bien les incursions françaises à l'étranger. On va en prendre une autre ici, une autre incursion française à l'étranger. Le mec qui te dit « Wallah, je la mets en liquidation, la boîte ». Je lui dis « Kein problème, on a tout prévu ». Donc voilà, financements professionnels. Les financements professionnels. Alors, c'est un autre avantage de l'immobilier commercial. C'est ce que je disais en introduction. Pourquoi se contenter que de la production de crédit prévue pour les particuliers et pour l'habitation quand on peut aller chercher également en complément des financements professionnels qui sont réservés. Il y a des poches de liquidité bancaire, de crédit bancaire qui sont affectées également à ce genre d'activité. Et quand on est entrepreneur, par exemple, j'estime que c'est dommage de ne pas aller chercher ce levier dans la constitution de son patrimoine parce qu'on a une relation. Son banquier. Oui, parce qu'on a un banquier. Alors, tu vois, ta remarque elle est intéressante, c'est que l'entrepreneur général, en règle générale, le conseiller professionnel gère les comptes perso et professionnels. Et donc, il a cette vue d'ensemble et il est en capacité par rapport à l'activité qui n'est pas forcément de l'immobilier,
un boulanger qui tourne assez bien ou un médecin, son banquier qui s'occupe du pro et du perso va potentiellement l'accompagner également sur la partie professionnelle. Et donc, c'est donc, possible il faut aller en d'avoir chercher. plus de marge de manœuvre. J'avais pris un exemple pour les entrepreneurs du web au Mastermind. C'est beaucoup plus facile pour des entrepreneurs de créer du PNB. Et on avait été dans le cas d'une personne, sa société avait 3 mois d'existence. Et il avait eu l'accord de financement pour 900 000 euros. Ouais. Et c'était pas un fils Il héritier. avait fait son investissement du coup. Ça a été fait, ouais. Ouais, bon, dommage qu'il l'ait fait dans la mauvaise ville par contre. Oui, mais il vit là-bas. La taxe foncière, c'est un autre avantage, de l'immobilier commercial, c'est que tu peux la mettre en charge aux locataires. Tout à fait. Alors, il faut qu'elle soit présente dans le bail. Mais justement, quand tu vas avoir un nouveau locataire, il faut absolument prévoir que... Alors, est-ce que tu veux que je redonne une deuxième technique extrêmement puissante ? Peut-être dans le prochain. Calme-toi. En fait, non, je ne donnerai peut-être pas la technique, mais j'ai une technique dans un immeuble à usage mixte, habitation à l'étage. Et ça, tu vois, je l'ai fait intuitivement en créativité, on va dire, fiscale, en 2017. En fait, j'ai une technique pour faire supporter la totalité de la taxe foncière, dont l'habitation, au local commercial. Oui, on va se calmer sur les... Parce que... On va faire une formation à 2 997 €. Voilà. Avec le Ça t-shirt qui va avec. Ah oui, en plus j'ai le t-shirt, les gens ne le voient pas. Il m'a ramené un t-shirt. Je vais lire. Il y a un de tes confrères qui a déposé le bilan sur la vente de t-shirts. Ouais. Ça s'appelle, en plus XXL, merci pour le truc. Collection gros argent, 100% coton, fabriqué à l'île Maurice. Voilà, c'est un de tes confrères. Peut-être je connais le mec qui le fabrique. On a acheté à moins 80%, je crois. À moins 80%. Ouais. Il y avait la TVA ou pas? Non, il n'y avait pas la TVA. Ah, mais c'est des t-shirts, exonérés. Seconde main. Alors, qu'est-ce que tu m'as... Bim! En dehors de la rat race. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent quitter la rat race? Son slogan était puissant, par contre. Revenons à nos moutons. La taxe foncière prise en charge... Voilà, par le preneur. Et ça, c'est important parce que, finalement, le rendement, il est net de taxe foncière. Et il reste fixe. Ça veut dire que si tu as une augmentation de la taxe foncière, comme Tout à ceux fait. qui les ont reçus là... Alors, dis-toi que c'est... Alors, tu as raison. Moi, j'ai un local commercial où il y a un restaurant en emplacement numéro 1 à Besançon, la meilleure rue, une des meilleures rues de Besançon, la rue des commerces, la rue Berceau, pour ceux qui connaissent. Eh bien, figure-toi que la taxe foncière est erronée. En fait, la taxe foncière, elle devrait être, je pense, de 600 €. Elle est de 1 750 €. J'avais fait une réclamation. Ils n'ont pas très bien compris ma réclamation. Je leur ai dit qu'elle était excessivement élevée. Je pense qu'ils ont fait une confusion avec le vendeur qui m'a vendu. Les murs avaient un appartement et donc ils ont dû laisser la taxe foncière sur les 2 lots. Eh ben, j'ai vu que c'était compliqué, j'avais pas le temps. J'ai laissé tomber, c'est lui qui paye la taxe foncière. Mais je vais rectifier tôt ou tard. Pourquoi? Parce que ça peut impacter la valeur de mon bien. Mais en tout cas, c'est lui qui paye la taxe foncière actuellement, qui est exorbitante du fait d'une erreur de l'administration fiscale. Et c'est à lui de le récupérer. Par contre, on peut donner un conseil qui est très important, c'est n'allez pas chercher des modèles de bail en ligne, ne le faites pas en sous-seing privé. Ah bah non, Faites-vous accompagner par un avocat et moi j'ai la stratégie que j'appelle des 3 mousquetaires en avocat et qui est applicable, que ce soit au rachat de société et tout ça, c'est de faire intervenir 3 cabinets différents et vous faites revenir les modifications entre les cabinets. Alors oui, l'investissement est élevé. Et si tu as le bon notaire, tu n'as pas besoin de faire ça. Oui, mais comment tu peux juger un bon notaire quand tu ne le sais pas? Il faut se former. Voilà, il faut se frotter. Tu sais, au réel. En France, la formation... Non, mais alors, ta remarque est très intéressante parce qu'en fait, alors c'est pas autant que chez les avocats et les experts comptables, mais tu as énormément de mauvais notaires. Dans le sens où je dirais pas mauvais notaire. Ils ne savent pas travailler avec les investisseurs immobiliers. Je le vois, moi, dans l'espèce de ping-pong, en fait, les allers-retours quand tu as un notaire vendeur, un notaire acquéreur. Tu as des notaires, alors moi je suis souvent côté acquéreur, pour moi ou pour les gens que j'accompagne dans le cadre du mentorat, tu as des notaires qui comprennent rien et qui sont lents. Il n'y a pas de réactivité, etc. Donc il faut trouver le bon notaire. Ça, c'est fondamental. Pour sécuriser ton parcours d'investisseur immobilier, il faut que tu aies un bon notaire. Tout second œuvre est pris, donc tous les travaux sont pris en charge par le locataire. Alors si c'est prévu dans le bail. Si c'est prévu dans le bail. Donc c'est pour ça, faites-vous généralement pour le bail. hors gros œuvres,
hors gros œuvre. Et je me pose même la question, je crois, mais j'en suis pas sûr, et en tout cas, bon, je l'ai jamais fait, mais certains baux peuvent prévoir que le gros œuvre est pris en charge par le locataire. Donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire quoi concrètement, si on veut être très concret? C'est-à-dire zéro gestion. Tu as un tuyau d'eau qui pète. Tu as une inondation, tu as les toilettes qui fuient. Le locataire ne t'appelle pas. Il appelle un plombier, il fait réparer et c'est à sa charge. Donc ça, c'est intéressant. Son chauffage tombe en panne, c'est à sa charge. Il y a la mise aux normes. Donc moi, dans le bail, autre astuce, toutes les normes PMR, toutes les normes électriques, tout ce qui relève du DPE. PMR, personne à mobilité réduite. Voilà, personne à mobilité réduite. Tout ça, je l'inscris dans le bail, étant à la charge exclusive du preneur, du locataire. Parce que ça coûte excessivement ça cher. vaut un bras. Ça vaut, les portes qui doivent avoir une résistance. Dans les supermarchés, tu as les toilettes, tu dois avoir une porte. On avait eu un mec qui était venu vérifier. Il était venu vérifier avec deux élastiques autour d'un cylindre. D'accord ? Il se l'accrochait à la main et il tirait sur la porte pour voir si la résistance, la pression exercée pour ouvrir la porte était compatible avec les personnes à mobilité réduite. Mais juridiquement, qu'est-ce qui nous intéresse en termes de responsabilité ? Que tout soit à la charge du locataire. Non, la charge financière, ok, mais en termes de responsabilité, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ok, t'as l'argent, mais le reste ? T'as zéro risque. Si c'est pas aux normes, c'est pas de ta responsabilité. Mm. Et ça, c'est plus important que l'argent, c'est-à-dire se mettre en protection côté bailleur. Ensuite, t'as l'indexation des loyers. Tout à fait, tu as une indexation. Et d'ailleurs, après le Covid, là, il y a eu une indexation. Alors, même sur l'habitation, ça existe, mais on va dire plutôt que tu as plusieurs indices. Je les connais, je ne me rappelle pas exactement. Tu as l'indice des loyers commerciaux. Ça, c'est très français, quoi. On aime inventer 15 000 indices, mais généralement, tu as une meilleure. Tu as moins de réticence à augmenter les loyers commerciaux. L'État a moins de réticence à augmenter parce que ce sont des commerces. Alors que sur l'habitation, on y va mollo. C'est comme le pain, le prix du pain. J'espère que chez Pasternak, ils ont indexé le loyer parce qu'ils le méritent. Ouais. Après, sur le droit allemand, je ne connais pas. Mais en tout cas, tu as emprunté à taux d'intérêt fixe. Même en professionnel ? Alors, tu peux avoir du variable. Mais moi, tous les prêts que j'ai sont des prêts à taux fixe. Ouais, et donc tu sécurises de l'inflation. Là. En fait, c'est même pas ça, c'est que... Ton loyer va augmenter, mais ta mensualité va rester fixe. Exactement, donc c'est hyper intéressant. Ouais, c'est l'immobilier. C'était une technique que j'avais expliquée dans un vlog qui m'avait été donné en période d'inflation. La meilleure chose est de faire des travaux à crédit pour figer le montant de l'inflation et valoriser ton bien. Figer le montant de l'inflation, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, si tu achètes une voiture juste avant la hausse des prix, il vaut mieux faire un crédit à taux faible que lorsque tu vas avoir de l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt et tout ça. Il vaut mieux faire des travaux chez soi, en profiter pour faire des travaux. Et c'est le problème de la déflation qui pourtant nous paraît plus intéressante parce que les prix baissent. Mais le problème, quant à l'inflation, ça pousse les gens à avancer certains achats. Non, à avancer certains achats. Par exemple, tu vois l'essence qui fait qu'augmenter. Ben, tu vas vite aller faire le plein. Tout à fait. Tandis que tu vois que l'essence diminuer, tu vas attendre pour faire le plein. Et c'est le principe entre l'inflation est moins pire que la déflation. À certains niveaux, bien évidemment, toute proportion gardée. Les baux sont des baux de longue durée. Tu peux avoir des baux fermes et on le prendra sur l'exemple juste après pour illustrer tous les avantages. Le 369, est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement ? Rapidement, alors les baux longs, donc ça veut dire qu'il y a moins de turnover. Tu as moins besoin de faire des entrées, des sorties, des états des lieux. Par rapport à la Love Room. Alors par rapport à la Love Room, là on est normalement... Alors, on passe de 3 heures à 3 ans. Je pense qu'il y a même des Love Rooms, je crois que c'est une tendance à l'heure, je crois. Ils font des love rooms à l'heure ? Ouais, alors c'est plutôt des hôtels, je crois, à l'heure. Oui, ça s'appelle un hôtel de passe. Non, mais c'est pas. J'en sais rien, mais j'avais vu ça, j'avais lu un article. Et d'ailleurs, ça cartonnait, c'est à Paris, t'as un hôtel qui te réserve à l'heure. Oui. Et je crois que c'était marrant. Alors, c'est l'indicateur qui m'avait plutôt. Que j'ai retenu. Je crois que cet hôtel disposait de 8 femmes de ménage en permanence. Ah, ben ça emploie. Ouais, ça emploie.
S'il y en a Il faut une très bonne blanchisserie, hein, surtout. El Predator. Donc, c'est beau long. Et tu peux avoir des beaux fermes. Qu'est-ce qu'un beau ferme Alors, ça, c'est on le très- verra sur voilà. l'exemple ensuite. Exactement. Un beau ferme, un bail ferme, pardon, c'est Oui, bail ferme. pardon. un engagement ferme et définitif sur une durée donnée. Par exemple, ça peut être 9 ans. C'est un CDD en quelque sorte. Tu dois payer jusqu'à la fin. En fait, quoi qu'il arrive, tu dois payer. Le locataire, le preneur s'engage à prendre 9 ans ferme et définitif. Alors que sur le 3, 6, 9, par période triennale, le locataire a le droit de résilier. Mmh. Tout Donc, simplement. Il faut faire attention quand les gens, tu sais, sur les business, ils vont vite partir à prendre des bureaux, tu vois, parce que ça fait bien et tout ça. Ils oublient juste que c'est pas un LMNP à résilier, envoyer un courrier. Non. Après tu as le bail professionnel qui généralement est sur 6 ans et permet aux locataires de sortir plus facilement. Ce sont sur les professions, c'est un bail qui convient bien aux professions libérales. Et là, il y a un préavis de 6 mois. Ouais, et ça peut être très délicat parce que le seul moyen de faire sauter le bail est d'aller chercher la nullité du bail. Non, mais là, si tu as un préavis de 6 mois, tu attends 6 mois, tu donnes ton préavis. Oui, en fait, tu te tapes 6 mois. Et tu pars. C'est moins intéressant pour le bailleur, mais pour le preneur, pour le locataire, c'est intéressant parce qu'il bénéficie de la garantie d'avoir les locaux durant 6 ans. Et en même temps, il bénéficie du droit à partir, quand il le souhaite, moyennant un préavis de 6 mois. Alors que dans le bail 369, c'est généralement 6 mois de préavis par période de 3 ans. Donc si ton bail, si tu as envie de partir au bout de 4 ans, tu vas donner ton préavis, mais tu vas rester jusqu'à la 6e année. D'accord. D'autant plus si tu as une caution solidaire du gérant. Ouais. Partons sur des exemples d'opérations, que ce soit en termes de recherche, d'optimisation, de gestion et de revente. Comme on l'a dit, on va l'illustrer avec 3 exemples concrets, dont un est très récent parce qu'il date de hier soir, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais commencer sur la notion, sur l'immeuble mixte, avec la notion de pas de porte. Qu'est-ce que c'est un pas de porte qu'est-ce que c'est un immeuble mixte? C'est le local commercial, on l'a expliqué dans le podcast, c'est un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble. Alors, on parle d'immeuble à usage mixte. Parce qu'en fait, l'usage... Tu crées la laverie en bas, quoi. Voilà, généralement, tu as la laverie... la laverie automatique, si vous aimez aller compter vos pièces. Voilà, j'ai fait 156 € aujourd'hui. Tu as des commerces au pied de l'immeuble, surtout dans le schéma centre-ville, et au-dessus, tu as de l'habitation. Donc ça, c'est un immeuble à usage, c'est un immeuble de rapport locatif à usage mixte. Sur la question, donc... il y a une confusion très importante entre le pas de porte, le droit au bail et le fonds de commerce. D'ailleurs, la plupart des gens en fait, ne savent pas ce que c'est qu'un pas de porte. Personnellement, je ne le sais pas. Alors moi, j'ai découvert la notion du pas de porte et ça m'a rapporté déjà 2 fois de l'argent net d'impôt. Parce que c'est une indemnité. Exactement, c'est une indemnité qui n'est pas soumise à fiscalité et donc c'est net dans la poche. Et en plus, là, c'est un immeuble que j'exploite en LMP. Donc ça a été directement sur du nom propre. J'ai eu peur, ça avait mal commencé. Tu as eu peur qu'il y avait un N qui se baladait. Donc le pas de porte, c'est quoi? C'est une somme d'argent qui est versée au propriétaire pour obtenir un droit d'entrée dans le local, tout simplement. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur un de mes immeubles, il y a un locataire qui, en fait, j'avais été audacieux. Je ne sais pas si on commence par cette Oui, première... on commence, je l'ai décalé, parce que là, on est sur du mixte. Et ensuite, on passera sur... J'avais acheté un immeuble et c'est là où il faut travailler son aversion au risque. Il s'avérait que dans cet immeuble, le locataire était en procédure de liquidation judiciaire. Et donc, et d'ailleurs, pour l'anecdote... C'était Hakim ? Non, c'était pas le nouveau Oussama Omar des réseaux sociaux, avec quand même plus de pédigré. Il s'avérait qu'en plus, un magistrat avait signé un compromis et finalement, ça lui avait fait peur et il avait jeté l'éponge. Donc moi, j'ai acheté cet immeuble et il s'avère que le fonds de commerce a été vendu à quelqu'un qui, finalement, sur le bail... Alors ça aussi, il faut faire très attention. C'était un bail avec une spécificité. C'est la restauration. Ouais, c'était de la restauration, mais limité à de la restauration froide. Ouais, donc sans les cheminées, sans les évacuations. Sans douche, etc. Et le gars est arrivé, et il m'a dit, écoutez, j'aimerais faire de la restauration chaude. Je lui ai dit, pas de problème, on va augmenter le loyer et il faut me payer un pas de porte, enfin une indemnité.
Oui, et donc ça vient indemniser La dépréciation de l'immeuble. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si tu mets un kebab dans ton immeuble, ou un tacos, ben, ça va forcément... le bruit, la gêne comme dirait occasionnelle. Jacques Chirac, si au bruit vous ajoutez l'odeur, évidemment, c'est un impact sur... Il ne parlait pas des tacos. Il ne parlait pas des tacos, mais pensée transversale. Ça s'applique à l'immobilier. Donc, le gars a lâché l'affaire. Donc, j'ai récupéré le pas de porte parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de fonds de commerce. Donc, j'ai récupéré ce pas de porte et je l'ai vendu justement à un locataire, un tacos. Je l'ai vendu 40 000 € en pas de porte, en indemnité. Et donc, en plus, je l'ai inscrit dans le bail comme étant une indemnité pour... Dépréciation de l'immeuble. Exactement, et j'ai mis ça pour avoir aucune contestation fiscale, en expliquant que c'est une activité malodorante. Et personne ne peut contester qu'un kebab ou un tacos, je veux dire, ça sent pas la rose, quoi, hein, et la clientèle qui va avec. Donc j'ai eu ces 40 000 €, et en plus, j'ai augmenté le loyer. Après, il y avait encore une faille. Si tu veux, il n'y avait pas d'extraction. Et il ne m'avait pas demandé, mais après, pour la petite histoire, en fait, au bout de 5 ans, donc c'était en 2017, donc en 2022, pardon, là, il vend son fonds de commerce. Donc, il revend son fonds de commerce, je crois, 55 000 €. Et là, les locataires, je leur dis, écoutez, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je vous donne la situation. Il n'a pas d'extraction. J'ai l'immeuble en monopropriété. Si vous voulez l'extraction pour être dans les normes, tu es obligé d'avoir une extraction. Le loyer va passer, alors au début, il était à 800, après il passe à 1200. Je dis, le loyer va passer à 1008 et je veux une indemnisation. Donc j'ai augmenté, on a fait le négo, donc le loyer est passé à 1006. Le loyer du tacos, dans mon immeuble, paye quasiment la totalité du prêt. Et il y a 7 appartements au-dessus. Donc, et sur tu vois, une question, est-ce que ça a eu un impact sur les locataires au-dessus ? Oui et non, ce sont des étudiants. Ah oui, donc ça leur fait plaisir. On parle de logements qui font entre 16 et 25 mètres carrés. Donc quand tu descends en bas de chez toi, que tu bouffes un tacos, donc le deuxième locataire qui a racheté en plus, qui est une franchise nationale, a mis 200 000 € de travaux. C'est au tacos ? Non, c'est son concurrent. Il s'appelle Shaman Tacos. Shaman Tacos. Ouais, un truc de genre. Donc il a mis énormément d'argent, il a tout refait. J'ai augmenté le loyer et il m'a payé encore à rebelote une indemnité. Et si tu veux, rien que les 2 indemnités correspondaient déjà au prix d'acquisition du local. Donc voilà, en très belle opération. Excellente opération, vraiment. L'immeuble se trouve à Brest, pour pas au cas où on est l'audit. Non, mais après, moi, j'ai tout fait dans les règles de l'art. Donc en rendement, parle-nous cash flow sur. Là, en plus, c'est du LMP là, donc. En rendement, alors j'ai un problème avec Pacifica que j'ai assigné au tribunal. Hein, c'est cet immeuble. C'est cet immeuble. Mais en loyer, je vais être pas loin des. Alors il y a 7 studios, dont un duplex, ça se loue entre 400 et 500. Donc on va dire 3000. 7 x 5, 7 x 4, donc ouais, plus le duplex, 3000, plus 1006, 4600 €, 2000 € de loyer. De crédit, pardon. 2000 €. Là, ça fait du cash flow. Et c'est une zone intéressante, c'est une ville de plus de 100 000 habitants. T'imagines si t'étais en LMNP? Ouais, mais moi, je suis en LMP. LMNP. Oui, mais ça change rien pour moi. Parce que, et d'ailleurs, j'ai même l'exonération si... Tu peux préparer la formation non, comment installer un tacos et transformer un investissement. Non, ce qui m'intéresse, c'est que l'auditeur comprenne qu'il y a des opportunités à faire dans des zones qu'on ne comprend pas, dans des segments de marché qu'on ne comprend pas, et il y a de très très bonnes opportunités. Donc pas de porte, voilà, c'est une somme qui est versée, et que si on arrive à démontrer, donc ça c'est une technique, c'est une astuce très importante, peu de gens le savent, on peut faire passer ça en indemnité s'il y a de la dépréciation réelle, et donc c'est du net d'impôt. Et c'est très intéressant, tu vois, d'avoir fait le rappel, parce que mettre une truc désodorisant comme ça peut avoir un impact. Moi, tu me mets ça en bas de chez moi, je me casse. Mais sur des étudiants, ça ne les dérange pas du tout. Non, puis avec l'extraction professionnelle, avec l'isolation, il n'y a pas la moindre odeur. Ouais, donc c'est important quand vous le faites de vraiment considérer le macro et pas le micro, quoi. Ouais, et je vais te donner un exemple. Quand tu réfléchis bien, dans quel restaurant... Je vais te donner un indice. En restauration rapide, tu rentres dedans, il y a un volume énorme et il n'y a pas une seule odeur de friture. McDo ? McDonald's. Est-ce que tu as déjà senti l'odeur de la friture chez McDonald's ?
Non. Ben non, parce que un système de traitement des odeurs extrêmement performant. D'accord, je savais pas. Eh oui, ils font des frites toute la journée, des burgers. C'est quand même dingue de ne pas sentir l'odeur de la friture. Donc ça dépend, une fois de plus. Alors ça peut être dans le bail, contraindre le locataire à mettre un système d'extraction extrêmement performant. Concernant l'hôtel-restaurant au bord du Doubs, Alors, qui a été une correction d'une imperfection, tout à fait. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qui est plus une opération de marchand de biens? Alors, voilà, c'est plus une opération de marchand de biens, mais ça peut être du locatif. C'est ce que j'appelle en fait transformer une opportunité imparfaite en parfaite opportunité. Donc là, on avait un bien qui avait du mal à se vendre parce qu'en fait, le taux de rendement était extrêmement faible. On a un loyer qui n'a jamais été indexé parce qu'en fait, le loyer a été mis bas à l'époque parce que les exploitants de l'hôtel-restaurant étaient les propriétaires. Donc, ils se sont mis un petit loyer. Ça montre d'ailleurs l'erreur. À ton avis, pourquoi c'est une erreur de faire ça? Parce que le fonds de commerce, je sais pas, Non, ben justement, c'est pas par rapport au fonds de commerce, c'est par rapport au mur. par rapport au mur. Ben, en faisant ça, tu dévalorises la valeur de ton bien. Et si jamais tu revends ton fonds de commerce, et ça a été le cas, Ah, moins de... là, tu revends ton fonds de commerce avec un loyer qui est bas. Et là, toi, tu te retrouves en intérêt opposé, c'est-à-dire que tu es propriétaire. Et donc, tu viens gréver ton rendement et ça impacte ta rentabilité. Donc, loyer très faible, anormalement faible, minimum en revalorisation. Avant revalorisation, c'était quoi le rendement? Alors, le rendement, avant, je ne l'ai pas calculé, mais on était à 1 660 € de loyer pour un prix affiché de 335 000 € et j'ai fait une négo à 270 000. D'accord. Donc, pas très... Ça vend pas de la formation, ça... C'est-à-dire, ça ne vend pas de la formation. le rendement. Non, le rendement, ça... Alors, là où... alors, tu vois, ta question est très intéressante. Et là, on va tomber dans la psychologie de l'entrepreneur et de l'investisseur en Et particulier. les mecs ont ignoré complètement. En fait, moi, je n'ai pas été victime du biais du rendement. J'ai fait abstraction du rendement. Évidemment, j'avais les connaissances juridiques pour corriger cette imperfection. Mais je me suis focalisé sur la rentabilité. Là, on est sur un bien... Alors, en plus, j'ai bénéficié, si tu veux, d'une deuxième anomalie. On parle d'un hôtel-restaurant qui était indiqué à 300 mètres carrés de bâti sur une parcelle de 3000 mètres carrés. Et en plus, devant, tu as tu sais, tu sais, la piste de vélo là, qui traverse toute l'Europe, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Il ne faut pas me demander à moi, quoi. Je te le dis, tu vois, en fait, tu as une piste de vélo qui t'emmène jusqu'en Allemagne, jusqu'en Hollande, etc. Tu l'as jamais fait, ça? T'as jamais fait? Non. Pas encore? Non, moi, je me contente des pistes de vélo dans les villes. Et j'ai visité, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas 300 mètres carrés. En fait, en monopropriété, ça aussi, c'est une technique que je peux donner. Il n'y a pas d'obligation de loi Carrez, en fait. Mais on peut faire un certificat de mesurage. Et donc, j'ai attendu de signer le compromis. Et là, j'ai fait mesurer. Il n'y avait pas 300 mètres carrés, effectivement. Il y avait, de mémoire, 450 ou 460 mètres carrés. Donc, c'est énorme. Donc, tu achètes 300, mais en fait, tu as 460. Et en quoi ça m'arrange, à ton avis, dans mon opération immobilière? Pour mettre des love rooms. Non, dans le cadre du déplafonnement de loyer. Ça, c'est pas mal, tu vois. Ils arrivent au restaurant, ils font le dîner, ils montent dans la love room. Ça s'appelle un cycle complet. Voilà, ça s'appelle un upside, c'est ça? Upsell. Upsell, ah oui. Et tu vois, dessert, love room. Ouais, directement de l'assiette au lit. Et, voilà. L'assiette au lit. Et tu mets un service de nettoyage, sur au parc automobile, tu vois. Mais réponds alors, en vente additionnelle, tu peux vendre de la protection sanitaire. Voilà. En quoi ça m'arrangeait qu'il y ait plus de superficie? Ça dépend. Parce que toi, en professionnel, tu vas mettre un prix au mètre carré, non? En fait, oui, c'est un peu ça. Mais en quoi ça m'arrange? Tu vas pouvoir justifier la hausse du loyer. C'est bien, bravo. Non, mais prends-moi pour un débile. Bravo. Je ne te prends pas pour un débile, c'est la bonne réponse. En fait, ça va dans le sens du déplafonnement. Il y a encore plus de mètres carrés. Donc en fait, ton prix de location au mètre carré est quasi similaire, mais tu l'augmentes de 50%. En fait, ça justifie, ça renforce l'anomalie sur le fait que le loyer est sous-évalué et qui est très loin du prix de marché. Donc, je découvre ces 160 mètres carrés de plus. C'est énorme sur 300 mètres carrés. C'est énorme. Puis on parle d'une ville de 100 000 habitants quand même. Et la chose, ça peut arriver. Alors ça n'arrive pas tous les jours. Moi, quand tu me l'avais dit, je ne comprenais pas comment c'était possible. Mais c'est possible.
C'est possible, je t'ai expliqué comment c'est possible. Oui. En fait, c'est que malheureusement, Heureusement pour toi. Alors, le locataire a commis une erreur. Vous voyez, si on décortique vraiment l'opération, le locataire a acheté le fonds de commerce 230 000 euros. Et il n'a pas fait rédiger un nouveau bail commercial. S'il était parti sur un nouveau bail, eh bien, je n'aurais pas pu déplafonner le loyer parce qu'il y a des règles spécifiques dans le cadre du déplafonnement. Donc loyer qui va passer à 5 000 euros. Et une opération qui intéressait personne. Ils n'arrivaient pas à vendre. Et ça m'a permis de négocier, donc passer 335 000 à 270 000. À 335, c'est déjà un coup de bazooka. À 270, c'est... Donc, et ça donne sur la recherche, tu vois, on peut se dire, ouais, on loupe l'opération parce qu'il faut être tout le temps aux aguets. Tu avais trouvé cette opération où ? Sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin. Donc là, on vient d'abattre toutes les croyances limitantes en matière d'achat. Mais que les gens comprennent en termes de conséquences financières. Si déplafonnement de loyer il y a, donc on passe en fait finalement d'un loyer de 1 660 euros à 5 000 euros, donc d'un loyer annuel à 60 000 euros. À 10 points de rendement, ce qui est un excellent rendement, tu vends 600 000. 600 000, et je peux te dire que les gens, des investisseurs sérieux, achètent. Donc 600 000 euros, 270, 600, mais je pense que ça vaut plus entre 8 et 9% de rendement, plutôt 8. Donc c'est hyper intéressant. Et là, sur un financement de 15 ans, alors là, pareil, mais après je ne peux pas donner toutes les techniques parce que mais j'ai réussi à faire passer un financement de marchand de biens en financement long terme. Mais du coup, j'ai une mensualité de 2 700 euros par mois. Tu passes à 5 000 euros de loyer. Tu as un cash flow positif. Cash flow. 2 300 euros de cash flow. C'est pas mal, non ? Là, c'est obtenez un salaire de cadre supérieur. De cadre moyen. Mais tu vois, en fait, toute l'ingénierie, toute la connaissance que ça demande. Mais ça enlève des croyances limitantes, tu vois, sur le fait un bien qui intéressait personne, oui, qui était sur le Bon Coin. Comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on façonne une opportunité ? Et c'est la différence entre un professionnel et un amateur. Exactement. Et on a commencé ce podcast avec une scène de Man on Fire avec Denzel Washington, qui est pour moi un des plus grands acteurs. Oui. Et le mec lui dit « Je suis un professionnel ». Et il lui dit « Je commence à en avoir marre, vous êtes tous en train de me dire que vous êtes des professionnels ». Donc, c'est la différence entre... d'ailleurs, je pense que ça vient du même endroit. Train or untrain. Entraîner ou à la traîne. Il y a que 2 catégories de personnes. Donc là, c'est bien parce que ça enlève les croyances en disant ouais, que les gens ils disent tout ce qu'il y a sur le Bon Coin, c'est de la merde. Tout ce qui est depuis longtemps sur le Bon Coin, il ne faut même pas le vérifier. L'opportunité, elle se crée, elle ne s'attend pas. Et je dirais que ce qui a fait la différence, c'est mon capital humain. Je n'ai fait que mobiliser des connaissances. J'ai fait une seule visite et ensuite j'ai tout géré à distance. Voilà. Et j'ai eu, alors pour rebondir sur la thématique financement professionnel, j'ai eu un financement professionnel. Donc là, on est... à 110%. Tu penses le revendre attention, à 110. Alors écoutez, là, pour les gens qui sont marchands de biens, j'ai eu un financement professionnel à 110% sur 15 ans. Alors qu'un financement de marchand de biens, c'est 24-36 mois avec 25% d'apport. Donc moi, j'ai eu un financement professionnel sur une opération de marchand de biens sur 15 ans avec un an différé à 110%. Me dis pas que tu es passé par la banque d'affaires. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer par... je veux pas... ce qui m'intéresse, je ne suis pas là pour fanfaronner, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que l'ingénierie bancaire, le capital humain, la connaissance juridique, et je ne suis pas juriste de formation. Oui, mais tu crois que... pourquoi mon ancien patron a payé des études de droit ? Non, mais un juriste n'aurait pas forcément les mêmes réflexes. Je suis un généraliste. Oui, mais tu vas comprendre à aller dans le détail. Parce que le droit n'est pas c'est quelque chose de très logique qu'il faut comprendre et c'est un raisonnement par tiroir. En fait, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime penser de manière transversale et je ne suis pas dans systématiquement le syndrome de l'imposteur en se disant non mais je ne suis pas juriste. Sur les connaissances que j'ai sur le bail commercial, elles sont au minimum suffisantes, plus la partie créativité pour corriger, travailler, façonner une opération comme celle-ci, qui de mon point de vue est une opération brillante. Pourquoi ? Parce que gestion locative zéro, plus-value latente très importante, rendement qui va être très élevé, voilà, et bien intéressant. Non, mais c'est super, super conseil. Et la dernière opération, donc opération qui est tombée hier soir avant l'enregistrement du podcast. Opération Espadon. Opération Espadon. Un triple expresso. La même chose pour moi. C'est
quand il rentre dans Opération Espadon, avec, j'ai oublié son nom, là, celui qui est brillant. John Travolta. Le problème avec Hollywood, c'est le manque de réalisme. C'est le manque de réalisme. C'est de la merde. Donc tu disais, excuse-moi. Local commercial, on parle d'une opération à 1 million d'euros. Oui. On parle de 10% de rendement net. Alors, je vais reprendre les chiffres exactement. Donc, voilà. On a alors les caractéristiques. Alors, il y a une compétence que je développe en mastermind. J'en ai parlé. C'est la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution d'un investisseur, c'est sa capacité à saisir une opportunité très rapidement. Là, par rapport aux informations, et je n'exagère pas en faisant je ne sais qui, mais... À quelle heure tu as reçu le WhatsApp ? Alors, c'est ce que je suis en train de regarder. En fait, il m'a fallu, je pense, et sans aucune exagération de ma part, j'ai eu toutes les informations, j'ai eu l'adresse, j'ai eu le locataire, j'ai eu le loyer. Il m'a fallu entre 1 et 2 minutes pour dire je me positionne. Donc, c'est quand même très, très rapide. Pourquoi ? Parce que, alors voilà, j'ai trouvé... Retenez cette capacité pour ceux qui prendront un appel sur Patrimoine Exponentiel. Oui, vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, elle est fondamentale parce qu'on a une opportunité. Alors là, pour le coup, c'est du off-market. Donc là, le réseau, c'est un agent immobilier avec qui je travaille, qui est un bon négociateur. Je dois en être à peut-être une petite dizaine d'opérations, principalement des immeubles de rapport. Et là, je suis sur 4 opérations avec lui. Alors, j'en profite aussi pour faire une parenthèse qui est très importante. Parce que là, j'ai proposé cette opportunité à un client du mentorat pour la rentrée prochaine. Donc, octobre-novembre. Et c'est pas moi. Et je lui ai dit... Et alors, j'ai un autre client qui a un super scoring et je lui ai proposé 2 opérations. Je lui ai dit, attention, ne crois pas... T'habitues pas. Non, ne crois pas que je vais te proposer des opérations tous les jours et ne te dis pas que parce qu'il y en a 2, c'est facile. C'est une coïncidence. C'est la définition même de la variable aléatoire. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que 2024, ça y est, on y est. Le nombre, et je pense que ça va durer au moins jusqu'en 2025, le nombre d'opportunités qui arrivent sur le marché est absolument incroyable. Donc, moi, j'ai envie de dire, déposez votre candidature à Patrimoine Exponentiel parce que notamment si vous êtes entrepreneur, il n'y a personne qui parle du financement immobilier pour les entrepreneurs avec les stratégies. Déposez vite votre candidature parce que vous avez jusqu'en décembre, parce que si vous ne mettez pas des choses en place, c'est trop tard en janvier. Tout à fait. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué et donc n'hésitez pas. T'as les chiffres, c'est bon ? Ouais, j'ai les chiffres. Et, petite parenthèse, je rouvrirai pour l'année prochaine parce qu'on m'a posé la question les candidatures pour le mentorat pour la rentrée octobre 2025. Mais j'ouvre les candidatures à partir de janvier parce que généralement, je vends toutes les places, le quota avant le prochain mastermind et donc la prochaine promotion. Donc j'ai les chiffres. Il est plus rapide à remplir son mentorat qu'à finir son livre. Tout à fait, tout à fait. Ça nécessite moins de travail. Alors, déjà, on va commencer par la qualité du locataire. C'est un assureur. Oui, donc belle signature. Voilà, très belle. C'est un assureur. Je ne parle pas d'un courtier. Je parle d'un assureur de dimension nationale. Comme un AXA. Comme un AXA, MAF, comme un Generali, on ne donnera pas etc. le nom. Exactement. Loyer. Alors, autre caractéristique. Donc, c'est un local commercial. À usage de bureau, on va dire, mais il y a une partie commerciale. On a quasiment 700 mètres carrés. Et il y a une particularité qui est très intéressante, il y a 30 places de stationnement. Le stationnement étant une denrée rare, surtout à l'heure du blocage de l'automobile dans l'accès des centres-villes, c'est-à-dire que là, on a 30 stationnements. Donc ça augmente l'attractivité de l'emplacement. Loyer global 100 800 €. Hors taxe, hors charge, annuel, donc 100 000 €. Le bail a été renouvelé cette année, il est 2015. Le bâtiment est 2015, ça veut dire que le bâtiment, je pense, a été construit pour le locataire, pour l'assureur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme information ? Le bail ferme. Bail ferme de 9 ans, qui vient d'être renouvelé. Taxe foncière à la charge du locataire. Prix 1 million €. Combien de temps il faut pour décider si c'est une opportunité ou pas ? Là, moi, mon flair, mon instinct de chasseur se met en effervescence. Et là, c'est quasiment chimique. Je sais que c'est une putain d'affaire hors norme. Parle correctement.
c'est une expression évidemment. Donc, Oui. Non, mais parle correctement parce qu'il faut préciser que ça contraste un peu avec ma manière de parler. un jour férié, on sent la passion du chasseur. Voilà. Il faut préciser aux auditeurs qu'on a la chance d'avoir tes deux filles Tout qui à sont fait. d'un silence Elles et remarquable. elles sont disciplinées. Ça, c'est l'éducation allemande. C'est l'éducation à la foi de Berlin également. Mais sans chercher à non plus trop contraindre l'enfant, parce qu'il faut le laisser aussi s'exprimer. Mais voilà, donc... 10% de rendement 10% de rendement. net, parce que la Exactement. taxe foncière est comprise. Belle Ouais. signature. Ça veut dire que ça se rembourse. Immeuble quasiment neuf, sous décennal, sous garantie décennale, bail ferme, ville de 50 000 habitants. Donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, en fait, Réfléchir ça est une erreur. Ça se rembourse sur 10 ans et tu as 9 ans de loyer ferme. Alors, sur un financement de 15 ans, tu as... Du cash flow. non, alors tu as quasiment les 2 tiers. Alors, tu vois, tu calcules 1 million sur... 1 million, on est à quoi? On est à... sur 15 ans, je n'ai pas la calculette, mais ça doit faire quoi? Peut-être dans les 7 000, 7 500. Donc, tu es à l'autofinancement. Donc, tu sors rien. Parce qu'en loyer, tu es à peu près aux alentours de 8 000 euros par mois. Donc 8 000 euros sur 12, ça fait 96. Donc tu as un petit peu plus de 8 000. Je pense que tu as peut-être un petit cash flow de 1 000 euros, mais voilà, c'est pas le but. Hein. Ah Le non, but, mais là, c'est- si j'ai que 1 000 euros de cash flow sur 1 million, là, je préfère faire de la love room hein, Donc, à voilà, Saint-Étienne. donc l'idée, ça veut dire quoi? Si on regarde que l'habitation, on passe à côté de ce genre d'opportunité. Et là, la banque va C'est un être... financement plus rationnel. Ouais, et attention, là, il y a un truc aussi qui est important à prendre en signature. compte. Bien sûr, va rassurer le banquier. Et qu'est-ce qui va rassurer le banquier, à ton avis? Sur la garantie du financement, sur la garantie du remboursement du financement, au moins sur les 2 tiers du financement. Le bail ferme de 9 Le ans. bail ferme de 9 ans. T'as Exactement. vu, j'ai fait des efforts. Ouais, mais c'est bien. Tu te formes avec les meilleurs, c'est bien. Donc, Donc voilà, je pense beaucoup d'informations. On est dans une... ça n'a jamais quoi, été une- traité, une masterclass, une classe de maître. une classe de maître. Et voilà, là, vous avez quand même... Partagez ce podcast autour de vous, ça aidera beaucoup de N'hésitez gens. pas. Merci Fouad. Merci à tes deux filles d'avoir été... On les a pas entendues pendant plus d'1h20. Donc félicitations. Et merci à vous tous. Pensez à mettre des likes. Demande-nous des likes une dernière fois. Mettez-moi des likes, les amis. Faites-nous péter les 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, je voulais proposer un truc. Si on dépasse les 200 commentaires sur... J'aimerais que tu me consultes parce que c'est Alors, moi qui m'occupe de la technique. Non, mais là, ça va pas de la technique, là, ça va être de la logistique. Si on dépasse les 200 commentaires sur... allez, on va dire si on dépasse les 300 commentaires avant la fin de l'année, ça laisse plus de temps, on organise un rendez-vous, une soirée en présentiel avec les auditeurs du podcast. Et il faut venir avec son... Il faut venir avec son Oui, relevé. Donc, Bien sûr, bien sûr. allez tous sur Apple Podcast, créez des faux comptes, prenez le téléphone de votre femme, de vos enfants et remplissez-nous. Donc on se fait une soirée où on essaye de partager, de se voir, et ça peut être très sympa, ça peut être à Paris, ça peut être à Berlin, on verra. Eh ben, on lance les invitations. Merci Fouad. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour maintenant m'occuper des invitations.